Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 65e épisode numéro 64. Nous sommes toujours le 16 février 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud, qui êtes-vous ? Salut, moi c'est Arnaud, je travaille avec Evercloud depuis quelques années maintenant et je m'occupe de l'infra, je fais également un peu de code à droite à gauche et du support de temps en temps. Cool. Nous sommes également en présence de Pierre Zemb. Bonjour Pierre, qui êtes-vous ? Bonjour à tous, du coup je m'appelle toujours Pierre et je bosse chez Clever sur la partie data. Cool. Et enfin, nous avons l'honneur de recevoir un invité de prestige, le même que la semaine dernière, David Brasly. Bonjour David, qui êtes-vous ? Bonjour, donc David, je suis architecte chez Gravity.io, donc une plateforme d'API que l'on a confondée avec d'autres associés il y a de ça 6 ans, et puis au quotidien je travaille sur du dev, je fais de la R&D, je travaille sur la vision et la stratégie produit principalement. Cool. Si vous voulez en savoir plus sur Gravity, on vous invite à réécouter l'épisode de la semaine dernière. On est revenu vite fait sur ce que c'est, le fait qu'il y ait du Vertex, etc. Quelle base de données ils utilisent. N'hésitez pas. Allez, on commence tout de suite par un lien de Pierre Zemb. Un lien Reddit de quelqu'un qui... Vas-y, dis-nous tout, c'est assez marrant. Oui, c'est assez rigolo. On trouve toujours des pépites sur Reddit et celle-là, elle est vraiment excellente. Donc, c'est quelqu'un qui travaille en tant que spécialiste IT pour une firme une law firm, ouais. Law firm, ouais. Bref, il gère globalement des evidence, des preuves. Des preuves. Et en fait, il raconte que depuis qu'il est passé en télétravail, en fait, il a écrit un script qui a automatisé tout son job. Et du coup, maintenant, en fait, il se connecte 10 minutes par jour à son boulot pour vérifier que le script a bien fonctionné. Et sinon, il joue aux jeux vidéo, il fait autre chose complètement. Donc c'est bonjour, j'ai automatisé mon boulot. Et comme c'est le seul mec dans l'IT, personne peut se rendre compte du coup. C'est dingue. Voilà. Et surtout, la partie bien de notre côté, c'est que ses collaborateurs, ses collègues, etc. n'ont pas de différence ils ne voient pas de différence dans leur travail, quoi. Genre, c'est le travail toujours fait de son côté. Globalement, je crois que son taf c'était aussi simple que de prendre des, aussi simple aussi bête plutôt. De prendre des preuves et de les enregistrer dans le cloud, un truc comme ça, quelque chose d'un peu nébuleux pour des néophytes peut-être, mais effectivement pour lui, un script et ça règle le problème, quoi. Donc je crois qu'il y a de la génération de signatures aussi pour il y a aussi, c'est ça. Ouais. Voilà, transfert de documents numériques et trucs dans le genre. Moi, ça m'amène à me poser 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il arrête son traitement quand il part en vacances ? Finalement, c'est quand même important. Et la deuxième, c'est quand tu fais le choix de ce job-là, est-ce que tu prévois déjà dans ta petite tête que, en fait, en une semaine, tu vas savoir écrire le script qui va bien pour automatiser ton job pour le restant de les mois à venir, quoi. En fait, c'est ce qu'il dit, je crois, c'est que, en fait, avant, comme il était pas en télétravail, en fait, il avait pas le temps de le faire. Et là, en fait, grâce au Covid, il a pris le temps. Il a pris la semaine, en fait, pour industrialiser. Ouais. Il a fait 2 edits de son post parce qu'énormément de gens ont soulevé des questions. Oui. Moi, il y en a une que j'ai relevé. Il dit j'ai décidé que si jamais il voulait me virer, je supprimerai le script. Ouais. Et ensuite, il est revenu là-dessus sur le fait que c'est peut-être pas légal. Parce que c'est pas parce que ton employeur ne sait pas que tu as créé ce script que tu as le droit de le supprimer, parce que techniquement, le script que tu as produit est un peu de la propriété intellectuelle. Enfin, c'est compliqué, hein, ça doit dépendre des contrats, etc. Ah, puis il travaille dans une boîte d'avocats, quoi. Ouais, en plus, tu vois.
Faisons attention quand même, tu vois. C'est-à-dire que sur le code, c'est peut-être lui qui gagne, mais sur le reste, non. Et du coup, il dit qu'il a checké il a vérifié son employee contract, je pense qu'il a fait une typo. Et il y a pas d'accord sur la propriété intellectuelle, mais bon, pour être certain, il essaiera pas et donc il le supprimera peut-être pas. Mais il y a quand même un endroit où il justifie, il dit voilà, grâce à ça, si je le supprime, j'ai au moins assuré la sécurité de mon job. J'étais là. Ouais, alors le début de l'article est fun, mais là ça devient un peu cynique. Je sais pas, c'est gênant. Mais c'est drôle. C'est drôle. Ouais. Voilà. Et du coup, ouais, il dit aussi, oui, j'ai vu qu'il y avait un article Newsweek sur moi. Je ne suis pas inquiet. Moi, sérieux, je serais une law firm, je vois passer le truc. Ouais, je m'inquiète un peu, ouais. Après, il a été assez vague, hein. Ouais, il est très vague. Ouais, d'où il sort, law firm avec une seule personne en IT qui fait de l'upload de... Bon, ça se trouve, il doit y en avoir plein. Et puis, peut-être que les personnes sont pas trop, non plus, regardent pas trop les news un peu tech ou autre. Enfin, je sais pas, tu sais. Ou alors, il a peut-être donné des éléments, tu vois, qui correspondent pas à son taf, tu vois. C'est possible aussi, ouais. Tu vois, peut-être que le bash ou le PowerShell, je sais plus, fait des trucs, fait un poil différent de ce qu'il a dit. Hein. Ouais. Bah, il a dit à un moment qu'il avait simplifié les choses, dans le traitement, parce que il voulait pas rentrer trop dans les détails, d'un autre côté, ce qui est logique, quoi. Normal. Et du coup, il continue. On va se demander s'il prévoit d'open sourcer son script maintenant, quoi. Et c'est marrant parce que moi j'ai envie de rebondir sur le travail à distance. Je rappelle que le travail à distance, le télétravail, inclut le travail chez soi, mais aussi le travail juste en équipe distribuée dans d'autres bureaux. Et en fait, quand j'avais lu le bouquin, la Remote, il y a très longtemps, il y a des gens un peu anti-télétravail, donc on parle avant le Covid, hein, c'est une autre manière de penser ça, mais qui disent ah ouais, mais comment tu fais pour savoir que les gens ils travaillent et ils foutent pas rien, quoi. Et dans l'article, enfin dans le bouquin, les gens répondaient de manière finalement assez simple, bah tu donnes du travail aux gens. Et s'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont travaillé. Et du coup, là on arrive un peu sur le oui, mais comment tu sais qu'ils l'ont fait en 8 heures et pas en 10 minutes et qu'ils n'ont pas rien branlé le reste du temps? Et là, j'ai envie de dire, bah là, faut commencer à faire juste un peu de suivi et de management et de discuter avec les gens, essayer de se rendre compte de combien de temps prend leur tâche. Je dis ça comme si c'était facile, c'est pas simple. Surtout quand là, il n'y a pas du tout d'encadrement de quelqu'un qui... C'est le IT spécialiste, tu vois. Voilà. Et après, tu as la question de la conscience professionnelle. Alors, je vais pas me vanter de dire que moi, je ferai jamais ça, j'en sais rien, mais forcément, quand on lit l'article, on se dit, purée, il est gonflé, et en même temps, chapeau à lui, parce qu'il s'en sort, ou je sais pas quoi, il y a un questionnement en fait, derrière. Si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, peut-être, tu vois, enfin... Oui, aussi, ouais. Le job en lui-même a l'air assez simple, assez limité, on va dire. Il n'y a pas trop de tâches à faire ou autre. Donc si c'est automatisable, bah écoute. Ouais. Bien. Est-ce qu'on a d'autres commentaires sur cette news un peu fun? On enchaîne. On va enchaîner avec un lien de Pierre d'une nouvelle fonctionnalité qui est pardon, je troll un peu, qui est débordante de nouveautés qui arrivent chez GitHub. Yes, GitHub, donc c'est ils ont rajouté le support de Mermaid dans GitHub. Donc Mermaid, pour ceux qui connaissent pas, ça permet de faire des diagrammes as code. Donc en fait, au lieu d'avoir une balise de code, par exemple JS avec les trois anticotes là et votre langage, vous pouvez mettre Mermaid et vous pouvez en fait coder le diagramme et il va être affiché sur les pages Markdown. Donc moi, une image qui est générée. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est super sympa. Moi, j'utilise beaucoup Mermaid pour faire des diagrammes d'archi ou même de séquences pour représenter le dialogue.
des Ncheck TCP, enfin plein de trucs. Ouais, parce qu'ils ont des diagrammes de séquences, des flowcharts. Plein de diagrammes. Moi, j'utilise ces deux-là, mais il y en a plein. Enfin, tu peux faire vraiment pas mal de choses. Et je trouve ça très drôle parce que la fonctionnalité existe chez GitLab depuis longtemps, je pense. Longtemps, J'ai pas regardé. Attends, facile. Après, il y a pas chez GitLab, c'est aussi là pour les plans gratuits et tout ou pas? Oui. Ouais, okay. C'est 2000 Introduce Mermaid Diagram Support in Markdown Editor Preview 2015. Ouais, voilà. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je trollais un petit peu GitHub, mais on est super content qu'il le rajoute enfin. Ça démocratisera peut-être le fait d'en mettre un peu plus dans des fichiers README et autres, dans ta doc.md que tu as dans tes repos, quoi. J'ai pas testé comment il allait générer l'image, parce que moi, toujours le problème que j'ai à Mermaid, c'est le thème sombre et le thème light des sites. Et du coup, comme là, il génère une image, j'ai pas testé. Enfin, je regarde sous quel style il génère l'image. Ouais. Est-ce qu'ils prennent en blanc, ou est-ce que quand il fait 2 versions et enfin bon, bref. S'il faisait ça, ce serait vraiment cool. Parce que c'était toujours le bordel, moi, à chaque fois dans Mermaid, puisque t'es obligé, en fait, à l'init du JS de filer le thème que tu veux. Ouais. D'accord. Et il y a un éditeur qui existe pour faire du graphisme avec Mermaid, ou c'est... Ah, attends, alors t'as un éditeur où tu peux écrire le code Mermaid à gauche et t'as le rendering automatique à droite. En mode playground. En mode, t'as un Docker qui t'expose la page web globalement, ou le Node.js. Par contre, t'as un truc en WYSIWYG où tu dessines tes trucs. Je sais pas, on en avait discuté avec Steven et ça marche, ça? Ouais. Non, il en avait pas trouvé, justement. Ah oui, j'allais dire. Voilà. Non, après, la syntaxe n'est pas très complexe, quand même. Ouais. Moi, je trouve la syntaxe assez pratique, parce qu'en fait, tu peux donner des noms à tes éléments. Donc, en fait, tu fais élément, flèche, et ça te la dessine tout seul. Donc, c'est assez pratique à coder. Après, je peux comprendre que quand tu essayes de faire des diagrammes un peu, ou des boîtes dans des boîtes dans des boîtes dans des boîtes, ça commence à devenir compliqué. Tu pleures, je pense. Mais faudrait voir s'il y a peut-être que nos auditeurs savent. Mettez-le dans les commentaires. Pour ceux qui n'ont que le son, Hubert faisait le signe des commentaires. Oui, avec les doigts vers le bas de la vidéo. Voilà. C'est pas très radiophonique. Ok, bienvenue à GitHub dans le monde des Markdown avec du Mermaid. Mermaid, c'est une sirène, ça, non? Une sirène, ouais. Oui. On en apprend sur l'anglais, un super podcast. On enchaîne avec un lien de Arnaud sur les GNU Core Utils et du Rust, n'est-ce pas? Oui, c'est la touche Rust du podcast. À chaque fois, il faut au moins un. Voilà. Non, plus sérieusement, effectivement, il y a depuis quelques années maintenant, il y a un projet Core Utils, qui réécrit, on va dire, les Core Utils en Rust. Donc, Core Utils, c'est pour ceux qui travaillent sous Linux, c'est peut-être un peu sous Mac, je sais pas à quel point. Là, en fait, c'est une suite d'outils qui sont, vous savez, en fait, des outils par défaut. Par exemple, Cat, il me semble que c'est dedans, TR. LS. Echo peut-être, LS, ouais, je sais plus après lesquels, parce qu'il y a parfois il y a Core Utils et d'autres c'est utile Linux ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. Et du coup donc il y a un projet qui réécrit en fait tous ces outils là en Rust pour un peu pour l'aspect sécurité évidemment, mais surtout pour avoir des trucs un peu plus compréhensibles peut-être au niveau du code, parce que certains des outils ont été écrits il y a très longtemps, sont maintenus comme ils peuvent en fait, et du coup le code est pas toujours très simple à lire ou à auditer, et c'est pas un reproche, c'est juste que en même temps il faut des gens pour maintenir ces trucs là, quoi. C'est un travail monstrueux. Ça permet de faire un roulement aussi des mainteneurs du coup. Ouais, voilà, effectivement, et en fait, à d'autres personnes de s'intéresser aussi à ces outils-là, qu'il y a un autre langage, etc., quoi. Oh, je viens de trouver la liste. Ouais, oh là là, il y a Shawn, Schmod, CP, DD, DF, dir, install, NL.
LNLS, MKDIR, enfin voilà. Tous les outils tous les outils en fait qu'on utilise le plus en command line si on utilise la command line. Et donc du coup, ces projets existent depuis quelques années et en fait là ils ont sorti une nouvelle version, donc la 0.0.12, qui en fait c'est un peu vu comme une belle milestone parce qu'au final, de ce que je me rappelle du bien, ils arrivent en fait à booter un Ubuntu ou un Debian ou un Ubuntu-like en tout cas avec en fait ces outils-là et à se rendre compte que la majorité en fait des outils sont compatibles. Parce que le gros problème il est là. C'est ça, toutes les options de tous les outils ne sont pas implémentées aujourd'hui, mais la majorité en fait de celles utilisées dans des distributions un peu classiques le sont et du coup tu peux commencer à l'utiliser sans avoir des comportements un peu étranges ou non désirés quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Perso, je l'ai installé sur ma machine. J'ai déjà spot 2 ou 3 bugs, mais au-delà de ça, ça marche. Honnêtement, ça marche assez bien. J'avais déjà testé il y a genre 1 an et demi ou 2. Là, c'était compliqué. Là, maintenant, ça marche un peu mieux. Franchement, c'est vraiment pas mal. Moi, je veux bien me porter responsable pour implémenter True. Je découvre l'existence de cette commande. Tu connais pas True et False? Does nothing but exits successfully. Oui, et t'as False qui fait l'inverse, qui exit unsuccessfully. Je serais curieux d'aller voir le code Rust. Enfin, bref. C'est un exit 1 ou exit 0. On est sur un truc très, très simple, je pense, tu vois. Mais bon. Ils ont peut-être commencé par celui-là, ils se sont dit, hop, check, c'est ça. C'est la méta issue avec toute la liste, tu fais false et tout, check. Après, il y a quand même des options, hein. Il y a quand même un moment help et un moment version sur True, tu vois. Donc il faut aussi, il faut. Non, c'est ce que j'ai regardé pardon. Sur True, dans sa job, sur True, il y a rien. Faut parser les argv et tout. Ouais. Donc voilà, c'est si vous vous sentez un peu d'utiliser des trucs un peu on the edge, on va dire, et pourquoi pas de commencer à rentrer dans le développement du projet, faire un peu de Rust, c'est un bon outil en fait de créer des petits, d'ajouter des options ou dans des petits outils en ligne de commande, ça se fait assez facilement, on va dire. C'est assez didactique donc. Et c'est bien pour démarrer Rust, hein, je pense. Ouais. Moi j'ai commencé comme ça, c'est en écrivant des petits clis pour moi quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Super. On va enchaîner avec un lien de David qui n'a rien à voir avec les Core Utils. David, tu vas nous parler de Kestra. Qu'est-ce que c'est Kestra ? Kestra, en fait, Kestra, il y a eu un blog, une communication qui a été faite, je pense, début de ce mois, début février. Et en fait, Kestra, c'est leur brand, c'est Real-Time Open Source Scalable Extensible Orchestration Platform. En fait, c'est une plateforme qui permet de faire de l'orchestration de données, d'accord. Donc de récupérer de la donnée d'un endroit et de la rebalancer à d'autres endroits. Ce que j'ai bien aimé dans l'approche de Kestra, parce qu'en fait il y a déjà pas mal d'outils qui existent sur le marché, sur ce marché de l'orchestration de données. Il y a les Apache Airflow, les Google Composer, il y a d'autres projets qui existent, d'autres aussi alternatives OSS, je pense qu'il y a Daxter, Prefect aussi, mais ils sont plutôt sur une approche où tu es obligé d'écrire du code finalement, alors du Python ou ce que tu veux, et pour décrire la façon dont tu vas orchestrer tes données. Et là, l'approche de Kestra, c'est de s'appuyer, alors on aime ou on n'aime pas, et de faire du YAML finalement pour décrire comment tu vas orchestrer ces données. En fait, moi j'ai remonté un peu ça et je voulais le mettre aussi un peu en avant parce que finalement ça, je trouve qu'il y a aussi pas mal de similitudes avec l'histoire de Gravity. Alors je suis pas chauvin, mais c'est un produit qui du coup vient du Nord également, et la jeunesse fait que finalement le produit a été créé, je pense, chez un gros retailer français nordiste à l'enseigne verte et qui permet de faire du bricolage. Je sais pas laquelle. Et donc finalement
Et donc finalement voilà, je pense que c'est un produit qui a été mis en production assez rapidement sur des volumétries qui sont hyper intéressantes. Je pense qu'ils en parlent sur le blog, donc si le lien sera présent, allez sur le Medium de Kestra, c'est hyper intéressant sur le use case qui a été présenté par cette enseigne. Et voilà, et puis même au niveau de la stack finalement, je rebondis sur les similitudes par rapport à Gravity, et je me dis toujours qu'on peut faire des choses vachement cool avec du Java, n'en déplaise ou n'en plaise à certains, je sais pas, mais voilà, donc dedans sous le capot on va retrouver tout ce qui est Micronaut actuellement qui fait un peu le buzz, qui est un peu le pendant de Quarkus d'une certaine façon. Donc voilà, ça repose sur du Quarkus, du Micronaut, ça se base aussi sur du Kafka. Donc en fait, ils vont baser toute la partie scalabilité et résilience sur du stockage sur base de Kafka, et puis ils ont des concepts de stockage sur du file system, etc., etc. Une vraie communauté, en fait. Je sais pas si vous connaissez AKHQ, qui est une UI pour piloter ou administrer ou manager vos clusters de Kafka. Et donc en fait, ça vient de la même personne, un mec qui s'appelle Ludovic. Enfin voilà quoi. Je trouve que c'est un produit qui est assez intéressant, une belle alternative à d'autres produits qui existent sur le marché, des gros concurrents. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que finalement tu vois qu'il y a des petits produits qui arrivent sur le marché et qui viennent se fighter avec les gros monstres du marché. Et c'est en ça que je retrouve plein de similitudes de Gravity, parce que nous on arrivait, on était en frontal des API qui a été racheté par Google, des Red Hat, des MuleSoft, des Kong, des Tyke, enfin bref, et c'est hyper intéressant. Et le dernier point quand même, parce que je sais que ça va faire plaisir à Hubert et certains des auditeurs auditrices, mais moi j'aime bien le nom du produit parce qu'en fait on peut faire aussi des vraies blagues, des bons jeux de mots. Et typiquement avec Kestra, moi ça me fait penser à Kestra, ça va ou pas. Donc Kestra, ça va pas. Ouais, si, ça va. Mais c'est la même chose avec Kafka en fait. Finalement, j'ai rien inventé. Kestra, ça va ou pas? Kestra, ça va ou pas? Là. Super. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Tu dis que ça a combien ça... C'est hyper récent là. Le Medium là, il est du 2 février. Ouais, c'est ça, 2-3 semaines, ouais. Ouais. Ça, je suis pas trop has-been. Après, bon, c'est pas mon domaine de prédilection non plus. Hein, mais... Non. Okay. Cool. Je regarde si... J'ai envie de refaire, dites-nous dans les commentaires si vous avez testé et tout. Non, mais vraiment, moi, je serais curieux d'avoir l'avis des gens s'ils connaissaient, s'ils ne connaissaient pas. Ok, Pierre, t'allais dire un truc ? Non, j'étais parti regarder dans les Slack où je traîne s'il y avait des gens qui avaient fait des commentaires, s'il y avait un truc intéressant, un lien, mais ok. Beaucoup de questions et beaucoup de gens qui disent faut tester. Faut tester, ouais. Ok, je vais enchaîner avec un lien Node.js qui dit, Hubert qui participe au podcast dit on va parler de navigateur et de Node.js. En fait... Ça manque de Deno. Hein. Oui, et de Deno, ouais. Node.js vient de sortir sa version 17.5. Donc, je rappelle, les versions impaires sont pas LTS et c'est souvent là qu'on ramène un peu des nouveautés avant qu'elles arrivent dans la version pair qui suit et qui, elle, sera long-term support. T'allais dire, Pierre ? Impair sur la majeure ou sur la... Sur la majeure, ouais. Ouais, d'accord. Sur la majeure. Ouais, donc là, la LTS en cours, c'est la 16 et la 18 sortira après. Et alors, du coup, dans la 17.5, il y a le support expérimental de Fetch. Quoi ? Mais c'est trop bien. Mais comment ils ont fait ? Eh bien, en fait, Fetch... Qu'est-ce que Fetch ? Attends. Qu'est-ce que Fetch ? Alors, Fetch, c'est une API... pour les plus anciens qui font du web depuis longtemps, vous avez utilisé des XHR, des XML HTTP requests dans les navigateurs pour faire des requêtes Ajax. Comment ça vous utilisiez ? Eh ben oui, c'est encore très utile aujourd'hui. Et dans beaucoup de codebase encore aujourd'hui. Depuis 2014 et quelques est arrivé dans les navigateurs une API qui s'appelle Fetch, qui est en fait une version moderne d'une XML HTTP request. C'est une fonction globale dans le navigateur. Vous lui passez une URL et plein de paramètres, et notamment le paramètre rajoute-moi du CORS, qui est mon préféré. Et vous pouvez préciser le verbe, plein de headers, etc.
Et ça fait une requête asynchrone, ça retourne une promesse. Donc c'est une API vraiment moderne pour faire des appels HTTP asynchrones dans le navigateur. On a beaucoup de gens, et j'en fais partie, qui aiment partager du code entre le front-end et le back-end. C'est quand même quelque chose, quand vous avez l'occasion de coder en côté back-end en JavaScript, bah, c'est quand même vachement pratique de pouvoir mutualiser du code. Et donc beaucoup de gens disent bah ouais, mais nous on veut fetch côté navigateur, on veut pas utiliser un client comme Request, Superagent ou je ne sais quoi, en sachant que Request est déprécié. T'allais dire Pierre ? Mais du coup, normalement, fetch c'est inclus dans le V8 ou c'est au-dessus du coup ? Non. Alors, je te dis non, mais je suis quasiment sûr que non. Oui, parce que sinon tu l'aurais descendu direct en dépendance. En fait, ce qui arrive en global depuis V8, il y a pas tant de choses que ça. Même tu vois A to B et B to A, les fonctions qu'il y a dans le navigateur pour faire du string to base 64 et dans l'autre sens, elles sont pas ramenées dans Node par exemple. Alors c'est en discussion pour que ça arrive aussi. Mais finalement, quand tu ramènes V8, tu ramènes pas tant d'API. Tu ramènes la fondation, j'imagine, vraiment V8 pur avec tu ramènes les objets en fait. Les objets globaux spécifiés dans JavaScript, type l'objet date, l'objet regex ou des trucs dans le genre, mais pas ça. Et donc fetch, c'est ça. Donc on aimerait l'avoir côté Node, mais ça n'était pas encore le cas. C'est en discussion depuis des années. Je sais pas si on laissera tous les liens dans les show notes, mais vous verrez les issues, ça discute depuis 1000 ans. Et en fait, donc on a eu une librairie assez connue qui s'appelle NodeFetch, qui est en fait une implémentation de cette API côté Node. Et ce qui est assez intéressant, et là je vous ai mis le lien, c'est de voir ce que ce projet, donc cette librairie que vous devez installer, il précise que on peut pas implémenter toute la spec exactement telle qu'elle est, parce qu'en fait, faire une requête REST dans un navigateur et faire une requête, je vais dire HTTP plutôt, sur un serveur, c'est pas la même chose. Typiquement, respecter les règles de CORS côté serveur, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de règles d'origine, etc. Et pourtant, dans l'aspect de fetch, il y a plein de choses qui sont liées à ça. Faire une requête côté serveur, par défaut, il n'y a pas un système de cache HTTP qui serait isolé par utilisateur et par navigateur, voire même par origine ou quoi que ce soit. Donc, il y a plein de règles autour de ça qui font que quand vous voulez implémenter fetch côté serveur, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir implémenter. Donc la librairie NodeFetch qui implémente ça les documente, et les discussions côté Node.js, c'était les gens ils veulent fetch, ok, oui, mais c'est pas simple parce qu'on peut pas tout faire. Bon, qu'est-ce qu'on décide de ne pas faire ? Qu'est-ce qu'on décide de peut-être qu'on pourrait juste mettre NodeFetch, on prend la librairie qu'il y a sur GitHub et sur NPM et on la package avec Node. Ah ouais, mais non, on peut pas faire ça, c'est pas les mêmes licences. Et puis si on voulait, on pourrait. Enfin, vous imaginez le bordel de discussion qui amène à rien. Et puis Deno, quand ils sont arrivés, ils font nous on a fetch. Genre il est où le problème ? Alors forcément, il y a des choses, tout ce qui est CORS, ils l'ont mis de côté, etc. Mais ils ont essayé de faire un peu le truc le plus compatible possible pour un contexte serveur. Et donc c'est ce qu'est en train de faire Node, et je pense qu'ils sont l'arrivée de Deno a aussi accéléré certaines réflexions et certaines priorités. Et donc là on y arrive, et ce qui est intéressant, et j'en arrêterai avec ce long tunnel sur Node.js, c'est que l'implème de fetch qui fournissent dans Node 17.5 avec le flag moins expérimental, je sais plus quoi, elle est en fait basée sur Undici, c'est de l'italien, je crois, je sais pas comment on le prononce. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est Undici ? Je vais le dire comme ça, désolé. C'est un nouveau client HTTP qui a été commencé en 2018. Alors vous dites, quoi, un nouveau client HTTP ? Oui, parce qu'en fait, dans Node, il y a deux modules, HTTP et HTTPS. Je connais pas l'historique, mais j'ai envie de dire lol, pourquoi il n'y a pas juste un paquet et puis un booléen, bon bref.
Et donc ce module, c'est lui qui va ouvrir une requête, envoyer votre requête HTTP, faire toute la partie bas niveau d'effectuer une requête HTTP, d'écouter la réponse et de la récupérer. Et il y a une nouvelle implémentation qui a été commencée il y a 3-4 ans qui se base directement sur les modules net, URL, HTTP parser, etc. Et donc, si vous me suivez toujours, aujourd'hui, si vous voulez faire une requête HTTP de manière assez bas niveau, vous pouvez appeler Undici. Ils ont genre undici.stream, undici.request ou je ne sais quoi, et ils ont une implémentation de fetch. Et donc undici.fetch qui est la même fonction, les mêmes paramètres, la même spec, plus ou moins, que dans les navigateurs. Et c'est ça que, grossièrement, que Node est en train d'essayer de ramener dans la version standard, en fait. Est-ce que c'était à peu près... ça vous parle ? Ouais, c'est clair, mais finalement, c'est pas overkill, tout ça ? Par rapport aux autres contraintes que ça amène, c'est... Tu veux dire par rapport au fait d'installer Node Fetch ? Ouais. On pourrait dire ça. Moi, c'est vrai que ça m'est souvent arrivé de dire mais pourquoi on a besoin de ça dans le cœur si au final tu fais juste un npm install et ça marche. Je pense que tu as l'intérêt de justement éviter au moins c'est pré-packagé. Au niveau version, ça évolue avec ton moteur au lieu d'évoluer avec tes dépendances. Ça fait une dépendance de moins. Je pense que ça va vachement dépendre du rapport aux dépendances des gens et de ça juste marche, quoi. Mais... Moi, j'ai une question. Je suis sur le GitHub de Undici et je vois HTTP 1.1 client. Ça veut dire que du coup, si c'est en HTTP 2, c'est niet. Ouais, alors ça, c'est assez marrant parce que finalement, est-ce que vous faites beaucoup de requêtes HTTP 2 depuis des serveurs, vous ? On essaye, parce qu'en fait, t'as du gRPC qui te wrap beaucoup de choses et du coup, t'es en HTTP 2 directement. Donc, c'est intéressant de faire de l'HTTP 2 pour venir faire Enfin, quand t'ouvres une co gRPC et t'envoies de l'event, tu streams de l'event, tu vois. Sur du gRPC, ouais, mais sur du reste, moi j'ai l'impression qu'historiquement, on fait encore énormément d'appels en HTTP1, mais je me trompe peut-être. Ça dépend des fronts, ça dépend des clients. Non, je sais pas. Je sais que HTTP2 a bien décollé avec gRPC côté back. Ouais. Autrement, je pourrais pas dire. Hein. J'ai envie de demander à David, monsieur API. Non, mais clairement, enfin moi je rejoins l'avis de Pierre. Hein, si ce n'est pour faire du gRPC, du serveur to serveur, franchement, faire des appels HTTP2, on n'en voit pas des masses. Ouais, très peu. À partir du serveur, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Mais en tout cas, c'est un client HTTP 1.1. Je l'ai pas précisé. Ouais. Cool. Mais il y a vraiment des use cases qui font que tu dois utiliser un fetch plutôt qu'un client HTTP. Enfin, je me dis, a priori, c'est pas non plus hyper complexe, quoi. Je vais te donner un exemple. Pour reuse ton code, côté front et côté back, je pense. Ouais. Moi, je vois ça, en fait, comme intérêt, c'est d'avoir ta lib qui fait ton code HTTP, et en fait, comme ça, tu sais que tu utilises du standard. Hein. Je vois ça, moi. Ouais. Moi, tu vois, par exemple, j'ai un autre point de vue. Effectivement, moi, je fais parfois un peu de notes, enfin ça m'arrive, je dois faire une requête HTTP. À une époque, j'utilisais Request, tu vois, qui était super simple. Oui. Et depuis que Request est plus maintenu, est déprécié, je l'utilise plus. Et en fait, à chaque fois, je me retrouve à comment je fais une requête HTTP. Bon, est-ce que j'utilise le module HTTP de Node, mais bon, il manque certains trucs, c'est un peu relou. Puis en plus, faut trouver un exemple. À chaque fois, c'est un enfer. Et là, au moins avec Fetch, dans le browser, je sais après comment ça marche. Donc, écoute. Dans le Node, a priori, ce sera à peu près pareil, quoi. Nous, on a le cas chez Clever parce que je maintiens à la fois la console, l'interface d'administration web, et la ligne de commande qui est codée en Node. Les deux ont besoin de faire des appels à notre API REST. Et on a un client JavaScript. Et en fait, la manière dont se configure notre client, c'est que soit tu dois lui brancher Fetch, soit tu dois lui brancher SuperAgent côté Node. Donc on a encore
plusieurs endroits dans notre client JavaScript où on doit avoir une branche de code pour Node et une branche de code pour le navigateur. On l'a aussi pour faire des WebSockets et des server-sent events. Donc là aussi, il y a des discussions pour amener ça dans Node. Et donc, à défaut de me dire j'ai une lib de moins installée, ce que j'aime bien en général, rien que le fait que j'ai pu à gérer des if ou quoi que ce soit, je trouve ça assez pratique. Et donc, ça te permet aussi, tu vois, on parle de client REST, mais ton client REST, il fait peut-être juste un appel et il a peut-être été généré à partir d'un OpenAPI, mais il pourrait potentiellement, derrière une fonction asynchrone, orchestrer plusieurs appels, générer du polling ou je ne sais quoi. Et ça, quand tu commences à coder ce genre de logique asynchrone, si tu peux t'en servir dans ton navigateur et ton serveur de la même manière, c'est quand même assez cool, je trouve. Ouais. Voilà. Pas d'autres questions? Ok, j'enchaîne avec un deuxième lien sur le web. La semaine dernière, on vous a parlé de container queries, donc de CSS. Cette semaine, on vient de vous parler de JavaScript avec Node. Et là, je vais vous parler d'HTML. En fait, il y a un article sur CSS Tricks, encore une fois, qui revient sur l'élément HTML dialogue, qui est un élément, on va dire, assez récent, et qui explique comment essayer de l'utiliser en JavaScript. Donc, en fait, c'est plus l'occasion de vous parler de l'élément dialogue, parce que moi, j'avais un peu oublié que ça y est, c'était vraiment arrivé dans les navigateurs, ou que ça y était presque, on va dire. Quand vous faites une web app et que vous avez besoin de faire une modale qui s'affiche par-dessus tout, par-dessus toute la UI et qui dit êtes-vous sûr de vouloir faire ça, ok, annuler ou vous avez gagné un iPhone, quoi. Bon, j'avais plus en fait des modales dans une app de gestion, mais si tu veux partir là-dessus, oui. Mais oui, ça peut. Enfin bon, je pense que les gens qui font vous avez gagné un iPhone, ils vont être moins pressés pour utiliser ce standard. Mais typiquement, comme dans n'importe quelle app de gestion, dans la console de Clever, quand tu veux supprimer une app, on te met une petite pop-up, on te demande de retaper, un peu comme ce que fait GitHub, le nom de l'app pour confirmer, etc. Et donc, quand on fait ça, on fait ce qu'on a toujours fait, on met une div, on la met en z-index 1 milliard, on espère qu'elle va être par-dessus, on va essayer d'assombrir le reste de la page. Pour faire ça, ça veut dire en général que cette div, elle est placée au plus haut niveau. C'est souvent un enfant direct du body. Souvent, c'est le dernier enfant. C'est toujours un peu fastidieux. Et puis, ça pose énormément de questions d'accessibilité. Parce que quand vous avez ouvert cette pop-up, si vous faites tabulation, est-ce que ce qu'il y a en dessous de la pop-up est encore navigable? Si c'est le cas, c'est que vous n'avez pas bien fait votre travail. Je vous dis ça, on n'est pas exemplaire sur le sujet non plus, on est justement en train d'essayer de s'améliorer. Est-ce que ce qu'il y a en dessous de l'écran est encore accessible au lecteur d'écran, etc. Donc ça, en général, c'est ce qu'on appelle un focus trap, un piège à focus. Quand vous ouvrez une modale, normalement, il faut que le cycle de j'appuie sur tab, il cycle que dans la modale, quoi. Donc, si vous voulez faire proprement et correctement une modale en termes d'expérience utilisateur, d'accessibilité, etc., c'est pas simple. Et l'idée de la balise dialogue, c'est ça. C'est-à-dire que vous mettez de l'HTML dans une balise dialogue, vous récupérez un handle sur la balise, donc sur l'élément, et vous faites .open, un truc dans ce genre-là. Et après, il y a tout un système standardisé pour le fait qu'il puisse y avoir une confirmation ou autre sur cette zone que vous mettez en modale. Tout le reste de la page est plus navigable. Il y a des manières un peu plus simples pour rendre ce qu'il y a en dessous de la modale un peu grisé. Vous pouvez en ouvrir plusieurs les unes par-dessus les autres. J'ai vu une démo qui fait ça. Alors c'est possible, n'en abusez pas trop. Mais donc on a enfin un système un peu standard pour faire tout ça. C'est dans Chrome depuis longtemps, mais je suis quasiment certain qu'il y a un bout de l'implème qui a changé. J'ai un gros doute.
C'est dans Firefox depuis la version ou à partir de la version 98, et ça c'est dans Safari 15.4 qui n'est pas encore sorti, si je dis pas de bêtises. Donc c'est en fait dans la technologie preview. En tout cas, ça arrive soon, et l'article CSS Tricks revient un peu sur... ils reviennent pas vraiment sur les polyfills, mais ils reviennent un peu là-dessus, sur comment on s'en sert et comment ça va se passer. Voilà. Donc c'est assez... moi j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. On va bientôt refondre la console. Quand tu crées un système de composants où tu ne sais pas où ils vont être utilisés, si ton composant doit déclencher une modale, ça devient la merde. Parce que tu as souvent besoin de savoir qu'il faut aller mettre la modale dans le body, enfin ce que j'évoquais avant. Là, la balise dialogue pourra être n'importe où dans le document, tu feras point open et elle prendra le dessus. Et même si tu as mis des divs à z-index 1 milliard, ils seront encore en dessous de ta modale. Donc ça, c'est cool. Ça devient une API en fait. Oui, voilà, ouais. Bah, c'est une balise dans laquelle tu mets ce que tu veux dans ta modale, plus des API du DOM, point open, etc. C'est chouette, hein. Ouais. Faut juste espérer que ça arrivera avant la version 100 de Chrome, quoi, pour pas être regardé sur les versions. C'est bon, apparemment, si, c'est déjà dans Chrome, tu disais. Ouais, dans Chrome, c'est déjà dedans. Firefox arrive en 98, donc je pense qu'on est très très bien. On est bon. On peut stopper les mises à jour. Vous allez pouvoir en bénéficier un tout petit peu avant. Il y a des iPhones plus facilement. C'est clair. Du coup, je vais passer la main à Pierre pour un lien qui va nous parler de Intel, des puces Intel et des Blu-ray peut-être. Oui, c'est un lien que j'ai trouvé qui est assez vieux, enfin qui date du mois de janvier, qui m'a fait sourire. Donc, Intel sort des nouvelles générations de processeurs assez souvent, et il se trouve que la 12e génération en fait a enlevé une fonctionnalité qui s'appelle SGX. Alors SGX en fait ça permet de faire des enclaves dans la RAM. Donc en gros vous avez un morceau de la RAM qui est chiffré, et le processeur en fait déchiffre à la volée. Donc ça c'est souvent utilisé quand vous avez vraiment des grosses contraintes de sécurité. Puisque du coup il y a que le processeur qui déchiffre, qui manipule de la RAM chiffrée, il y a que lui qui peut faire ça. Et en fait cette fonctionnalité là a été utilisée pour pouvoir lire les Blu-ray. Du coup on se retrouve maintenant dans une situation où en fait si vous achetez un ordinateur, actuellement si vous achetez un ordinateur avec un processeur en 12e génération, il n'a pas le SGX, et du coup vous ne pourrez pas lire un Blu-ray, parce que c'est dans la spec Blu-ray en fait que ça doit être dans du SGX et tout. Voilà. Ah ouais, donc ça peut même pas être émulé, je ne sais comment, à un autre niveau. Je pense qu'ils vont devoir l'émuler, ils vont devoir patcher le truc, mais tac. J'avais cru voir VLC qui a réagi après ça sur Twitter, non? Il n'y avait pas un truc... Je sais plus. Ah oui, après il y a des gens qui trollaient parce que du coup, quand on achète du DVD ou du Blu-ray, c'est pour être sûr de pouvoir le lire dans 10-20 ans. Et au final, pas du tout, tu vois. Après, la raison pour laquelle Intel aussi drop le GX, c'est parce que ces dernières années, c'était faille de sécu sur faille de sécu. Oui. Donc bon. Il y avait une faille de sécu tous les ans, quoi. Globalement, GX, c'était un peu compliqué, ouais. Ouais, même limite moi, hein. C'était assez énervé, ouais. Ok. Et du coup, Cyberlink. Donc en fait, les boîtes qui fournissent le logiciel pour lire le truc vont devoir, ils vont devoir mettre à jour. Alors, causing ça génère des contraintes techniques. J'aime bien dans le FAQ. La foire aux questions, excellent. Et vous avez encore des Blu-ray? De moins en moins. Hein. C'est team matériel ou team dématérialisé? Après, ça dépend. Tu vois, par exemple, quand tu vois
plus personne achète des jeux des jeux en boîte, mais quand tu vois la taille des jeux que tu télécharges, ça tient pas sur un DVD, tu serais content de l'avoir en Blu-ray, je pense des fois, plutôt que de taper les 110 gigas de téléchargement sur Steam, tu vois. Donc bon. Je sais pas comment ils vont se démerder. Non, je trollais en disant parce que c'est vrai que le marché du Blu-ray est en déclin. Par contre, je suis un peu étonné. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait tant d'utilisateurs que ça on va dire, d'ordinateurs, de portables et de bureaux qui lisent des Blu-ray avec. Ouais, mais... Et à l'inverse, Intel met pas des puces que dans des laptops et des desktops, j'imagine. Tu vois, t'as tous les petits ordis que tu mettais à ta télé pour avoir les XBMC, les machins, les trucs. Là, dans la doc officielle de Cyberlink, ils te disent de pas upgrade et de pas changer ton CPU si tu veux pouvoir lire tes Blu-ray. Donc bon, c'est même pas quelque chose qu'ils peuvent patcher dans le soft. Ils te disent ne pas mettre à jour. Nous vous conseillons de ne pas upgrade votre OS, de ne pas upgrade les drivers Intel, et de garder votre proc. Si vous voulez pouvoir lire vos Ultra HD Blu-ray. Mais dans un lecteur de salon, par exemple, il y a des puces Intel potentiellement. Après, je pense pas qu'ils mettent la toute dernière génération, tu vois. Oui. Mais tu vois, ça va être un problème qui va se poser dans. Oui. Mais d'ici là, on n'aura plus de navigateurs parce qu'ils seront tous cassés en version 100. Ok. Il sera récupéré via Fetch. Alors, je sens qu'on est en train de brainstormer sur le titre de l'épisode. Mais vas-y. Pour ceux qui comprennent pas la blague de version 100, c'est qu'on en a mentionné dans l'épisode précédent. Oui, c'est vrai. Donc, on enregistre à la suite, donc du coup pour nous c'est assez frais et du coup on peut troller. On a d'autres choses à dire sur cette mise à jour. Sur manque de mise à jour. RIP le Blu-ray. Moi ça me rappelle une news que j'ai vue il y a de ça peu de temps, je pense la semaine dernière ou il y a 2 semaines, qui m'a interpellé. Je crois que c'est Samsung qui faisait des barrettes de RAM et qui ont dû mettre plusieurs milliards en coût effectif des barrettes de RAM à la poubelle parce qu'en fait il y avait eu une espèce de bactérie qui s'était mise dans les circuits, etc. Ouais, c'est un truc improbable. Je vais essayer de retrouver la semaine. Ah, tu as entendu parler. Il faut que je retrouve le lien. C'était du disque, ouais. C'était des disques durs. Effectivement, c'est une usine, je crois, en Allemagne. Il me semble effectivement il y a eu un problème de contamination des circuits de disques durs et du coup ils ont dû jeter 6,5 exabytes de capacité disque. Alors pour rappel, 1 exabyte c'est 1000 pétabytes et 1 pétabyte c'est 1000 téra, donc on est sur une capacité disque assez énervée, surtout dans un moment où il y a beaucoup de shortage de composants etc. Donc ça va faire grimper les prix du disque, à moins que ça les ait déjà fait grimper, c'est possible, de manière assez peut-être importante. Ouais. Tu veux dire que les disques aussi, ils ont le Covid, quoi. Enfin, ça. Putain, on n'a plus de disque dur, on n'a plus de Blu-ray pour stocker, c'est bon. C'est la merde. Ça devient compliqué. C'est clair. Donc, on va essayer de retrouver le lien, mais Ouais, on va vous mettre le lien. Du coup, on va terminer avec 2 petits outils de l'épisode, dont un outil qui est pas si récent que ça, mais Arnaud, est-ce que tu peux nous parler de PHP ? Alors oui, je suis peut-être la seule personne à découvrir ça aujourd'hui. Mais en fait, il en faut. Il en faut évidemment, et du coup je me suis dit je vais le mentionner parce que je suis sûr que ça va aider d'autres personnes. En fait, hier avec Pierre ou avant-hier, je sais plus, on travaillait sur un sujet commun et on devait démarrer en fait une application PHP. Et moi je disais à Pierre mais c'est l'enfer, faut configurer Apache, etc. Alors chez nous faut compiler Apache déjà. Et après on peut commencer à bosser. C'est ça. Quand on voulait le lancer sur sa machine, même moi ça m'était déjà arrivé par exemple de devoir démarrer des ABX ou autres sur ma machine pour tester rapidement des changements, bref. Et là, Pierre m'a dit, mais non, t'inquiète pas, maintenant, ça fait un petit bout de temps, mais PHP te permet d'exposer en fait un serveur web et de ne pas avoir à utiliser Apache pour du dev comme ça, un peu classique.
Et en fait, on a juste à lancer PHP, donc son serveur web, et lui dire où se trouvent en fait nos fichiers PHP, et tu peux y accéder aussi facilement que ça, sans aucune configuration tierce, quoi. Et donc c'est effectivement une feature appelée web server, donc côté PHP. Donc c'est l'option -S majuscule pour définir où run le serveur, enfin sur quel port run le serveur, pardon, et le -T pour définir le document route. Ouais. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez en fait votre serveur PHP qui écoute, et vous pouvez ouvrir votre navigateur qui affichera en fait la page, quoi. Et je trouve ça juste magnifique pour le coup. Je ne fais pas souvent de PHP, mais ouais, c'est ça. Dès que je dois en faire un petit peu ou autre, en général, c'est toujours un peu la croix et la bannière. Donc là, ça me sauve un peu la vie. Donc, si vous utilisez un peu comme moi, que vous utilisez PHP de manière très très occasionnelle, je trouve que ça c'est game changer, vraiment. Faut noter qu'il est single threaded, donc il y a des warnings. Hein, oui. C'est plutôt pour tester en local une petite appli PHP. C'est pour du dev, ouais, voilà. Je pense pas qu'il faut le démarrer en production, mais sur son laptop, si on a on veut fixer ou tester un projet en PHP, ça a le mérite d'exister et de pas avoir se taper en plus de tout, en plus de PHP, la config d'un Apache ou d'un serveur Nginx, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Puis de PHP FPM, puis de PHP. Enfin, et alors là, c'est clair. C'est ouais. Donc ouais, c'est un peu, c'est vraiment une découverte et je trouve ça vraiment cool. Je sais pas en quelle version c'est arrivé. Je sais pas non plus, mais quand on a parlé hier, Arnaud, dans notre Slack, je me suis dit, ok, en fait j'avais oublié que ça existait, mais je m'en suis souvenu, donc j'ai fait le malin en mode tu connais pas. Mais j'avais oublié que ça existait. Des potes qui font du PHP, ils m'ont dit tu connais pas, tu vois. Je dis ouais, je sais pas, je suis un peu old, mais écoute. 5.4. Ouais. Ah ouais, je suis vachement old en fait. Ah merde. Ouais, là on parle de 2009, 2010, 11. Ouais, non, je crois que j'ai commencé en PHP déjà, c'était en 5.5, donc écoute. Ouais. Après voilà, peut-être que les tutos que j'avais suivis étaient pas très. Oui, voilà, c'est ça. N'étaient pas très connaissant, on va dire, dans ce truc-là. Potentiellement, tu vas devoir setup un Apache pour faire du vrai dev et des vrais tests, parce que souvent tu veux vérifier que le module machin il est chargé, etc. Si tu déploies sur du Apache, mais c'est vrai que ça dépanne pas mal pour des petits trucs. Enfin, voilà. Cool. On termine avec un dernier lien outil de l'épisode, un lien de David. Alors, on a déjà parlé de curl, on a évoqué gRPC, et j'ai envie de dire Fusion. Tu vas nous parler d'un outil qui... Super transition, quoi. Ouais, donc du coup, moi, je vais vous parler de gRP curl. Donc, en gros, c'est je fais du gRPC. Alors, c'est pas via un curl, hein, clairement, c'est pas une extension à curl. Et en fait, il ne porte curl que la partie non. Mais en vrai, ça ne repose pas du tout sur curl. Et en fait, souvent... quand on fait du gRPC, on cherche des outils qui nous permettent de tester le service que tu exposes sans avoir à se palucher l'écriture d'un client gRPC qui va bien. Et donc du coup, c'est un outil que moi j'utilise très souvent, qui existe quand même depuis pas mal de temps. Je pense que ça fait facilement 3 ou 4 ans qu'il existe gRP curl. C'est codé en Go. Et finalement, c'est une super alternative, à Postman, parce que Postman récemment ils sont revenus avec une release où ils ont dit on arrive avec le support du gRPC et tout un tas d'autres technologies, etc. Finalement c'est en bêta, c'est quand même plutôt buggé pour l'avoir testé, avoir fait des use cases plutôt simples. Pour le coup, je trouve que ça marche pas très bien, surtout dans les cas de streaming. Et gRPC, pour le coup, ça fonctionne très bien. Peut-être sans rentrer dans trop les détails, mais grosso modo, quand on fait du gRPC, il y a différents types de cycles, de life cycle et de stream, de types de stream. Donc on a du unary, et donc c'est j'envoie une requête, j'ai une réponse. On peut avoir du server stream, où quand mon client émet une requête, le serveur peut envoyer plusieurs réponses dans un stream. On a du client stream, où là finalement c'est le mode inversé, et on a le BDIR stream, où on peut avoir un stream ouvert du serveur vers le client et du client vers le serveur, inversement plutôt. Et tout ça c'est supporté par gRP curl. Donc on a le petit prompt où on peut venir taper le contenu, le payload des différentes trames, et qui sera envoyé correctement
via le serveur. Et donc finalement, moi, c'est un truc que j'utilise souvent. Je pense que c'est toi, Arnaud, qui parlait de HTTP IE tout à l'heure, HTTP pareil. Finalement, moi, j'utilise souvent en complément les deux. Quand je fais du gRPC, je suis avec gRPC curl, et puis quand je fais des appels HTTP plus classiques, je suis avec mon HTTP PY, quoi. HTTP PY. Voilà. Du coup, je suis en train de regarder, c'est pas mal. Donc en fait, t'as deux modes. T'as un mode qui a l'air d'utiliser de la réflexion pour essayer de deviner le schéma et faire toute la bricole, qui doit pas être. Enfin, vu le proto, c'est pas un. Protobuf, c'est pas un truc qui est facilement, qui est dur à faire de la réflexion. Et après, t'as le mode où en fait tu files les sources en point proto, qui du coup en fait il doit les compiler localement et du coup faire de la magie. Ouais, en fait, c'est ça. Il y a un mode avec gRPC en mode serveur. Il y a un service qui s'appelle serveur réflexion, je crois, qui t'expose finalement un peu comme avant. Tu vois, t'avais des WSDL, c'était mon contrat, etc. Bah là, tu peux avoir la même chose. Attention, j'ai pas de. Mais tu peux avoir la même chose avec ton gRPC et ça fonctionne franchement plutôt pas mal, quoi. Mais sinon, généralement, effectivement, avec tes proto-files, tu t'en sors très bien, quoi. D'accord, ouais. Ok. Super. C'est sympa. Et du coup, le protoc, ça te générait du code dans un langage. Du coup, en fait, il le génère vers quoi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. En fait, quand tu fais un protoc, tu donnes des sources. Ouais. Et ça te génère du code. Ça te génère du code client. Ça te génère un code Java que tu peux importer, un code Go, un code Rust. Ouais. Et du coup, quand tu fais un gRP curl, il te génère vers quel target le protoc? Je sais pas. En fait, t'as une commande qui existe qui te permet de générer ce qu'ils appellent des proto-set files que tu viens repasser derrière à ton gRP curl. En fait, oui. En fait, c'est la version sérialisée en protobuf de ton schéma. J'ai utilisé ça dans un projet perso. C'est assez méta. Ça te permet de d'écrire en fait un protofile en protobuf. C'est ça. Ça arrivera dans les navigateurs dans 6 ans et dans Node dans 12 ans, c'est ça? En natif, je veux dire. Non, tu l'auras jamais, gRPC, clairement. Par contre, ce qui existe, c'est gRPC Web. Donc, en fait, c'est une forme de bridge gRPC pour le web où tu fais des appels plutôt JSON et tu as des composants qui existent sur le marché. Je pense que Envoy, ils ont un module pour faire ça, mais qui font finalement la translation du format JSON vers du proto, quoi, pour faire ton appel gRPC. Donc, il y a une spec qui s'appelle gRPC Web qui permet de faire du gRPC à partir du browser. gRPC, entre guillemets. Clairement. T'as aussi, dans le monde Go, t'as beaucoup ça, tu as des projets où en fait ta définition protobuf, ça te génère également le serveur, la version JSON pour une API en HTTP1 et il te fait le routing en auto et au final il te file le handler avec la même structure, qu'elle soit en venant d'un JSON ou d'un protobuf. Ouais, c'est ça. Et oui. Rafraîchissez ma mémoire, au niveau des tuyaux, ça passe sur du TCP bas niveau ou du gRPC? C'est du TCP, c'est du framing HTTP2. C'est du framing HTTP2, ok. Ouais. Oui, on en a parlé, oui, ok, pardon. Ouais, alors que gRPC Web... Et j'ai vu des mecs aussi, je sais plus le nom de la boîte, mais qui commençaient à regarder aussi à faire du gRPC on top du HTTP 3. Quoi. Ah, intéressant. Oui. En gros, ça marche pas pour l'instant. Et donc ils se sont appuyés sur du Cloudflare qui exposait du coup en HTTP3, qui retranslatait en HTTP1, qui faisait du gRPC web, qui retranslatait en HTTP2 pour faire du vrai gRPC. Tout ça pour streamer ton Blu-ray. Excellent. Bien. On va se quitter sur un nouveau choix musical de notre invité, de David. Est-ce que tu peux nous parler de ton choix musical, David ? Alors, si je me rappelle bien de celui-ci, attends, je l'ouvre vite fait, mais je pense que c'est Groundation. Ouais. Exactement, un groupe américain. Je pense que c'est des ex-universitaires qui ont créé un groupe de musique, la chanson, elle s'appelle Yeah Yeah No. L'album, c'est Hebron Gate. Et c'est typiquement ce que j'écoute quand je suis en train de débugger quelque chose, parce que c'est une chanson qui me fait simplement triper, quoi. Et donc voilà. Ah ouais, donc quand tu débugs, t'as envie de triper, quoi. C'est quel style ?
Je t'invite à écouter, tu vas voir. No spoil. No spoil, on va écouter oui, ça. Sinon tu vas pas l'écouter, je sais. Ouais, t'as raison. Ça force les choses. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. David, on était ravis de te recevoir pour ces deux épisodes la semaine dernière et cette semaine. Merci à tous les auditeurs, auditrices, encore une fois. Puis on vous dit au revoir et à la semaine prochaine, ouais, carrément. Allez, au revoir à tous. Merci David, à plus. Bonne journée, bye bye, ciao. Bonne journée.